Bonjour, je suis le docteur Emeline Lagrange, je suis neurologue au CHU de Grenoble. Je travaille dans la structure qui s'appelle le Centre de référence des maladies rares neuromusculaires et au sein d'une unité d'électromyographie. Bonjour, je suis le docteur Nassiri Benani Hamza, je suis néphrologue praticien hospitalier au CHU de Grenoble, responsable de l'unité d'hémodialyse à Fères. En décembre 2022, j'ai reçu un appel assez urgent de mon collègue le professeur Brichon pour un de ses patients qui avait une cinquantaine d'années. C'est un monsieur qu'il allait devoir opérer au mois de janvier pour une suspicion de cancer de la loge thymique avec un monsieur qui avait un diagnostic de myasthénie auto-immune qui avait été fait par une équipe en ville. Il y avait une urgence vraiment à organiser cette séquence chirurgicale et donc le professeur Brichon a appelé pour qu'il soit reçu ou par moi ou par le docteur Nassiri en néphrologie, voire par les deux en même temps. Nous avons reçu le patient à 48 heures de l'appel pour organiser cette chirurgie et pour voir avec lui quels étaient ses besoins très ciblés vis-à-vis de la maladie. C'est un monsieur très actif, très sportif, sportif de haut niveau, même si ce n'est pas son métier, un métier aussi exigeant. Un monsieur qui avait des besoins assez forts sur la pratique sportive. Il a voulu maintenir cette activité physique régulière et intense. Donc, ce n'était plus possible lorsqu'il n'était pas en rémission, c'est-à-dire lorsqu'il était sous corticothérapie seul. Il était complètement déprimé lorsque je l'ai vu la première fois en consultation, avec complètement des idées suicidaires. Sur ce premier temps de consultation, nous avons discuté des médicaments anti-symptômes qu'il a fait le choix de ne pas prendre au tout début. C'est un monsieur plutôt anti-médicaments qui s'est positionné aussi assez vite anti-hôpital, pas d'hospitalisation, pas de vaccin, et qui a demandé à être au plus simple et au plus rapide de toujours. Il y avait vraiment une urgence toujours pour gagner du temps, pour pouvoir travailler et faire du sport en permanence. Cette chirurgie, elle a été encadrée par des immunoglobulines. On avait convenu avec ce monsieur qui aurait des immunoglobulines en préopératoire et en post-opératoire, et le parcours a été organisé comme ça. En post-opératoire, les immunoglobulines ont permis un examen neurologique normal, avec une sensation vraiment de force et de puissance qui était ressentie par ce patient. Pas de vision double, pas les yeux qui tombent du tout. Et donc ce monsieur a fait le choix de ne pas avoir la deuxième cure d'immunoglobulines post-opératoire. On a respecté ce choix, on a quand même convenu qu'on se verrait très rapidement dans la semaine qui suivait et puis au 15e jour, au moins en téléconsultation, pour être sûr que tout se passe bien. En effet, au 15e jour, à la consultation, les yeux à nouveau commençaient à avoir des symptômes, donc les yeux commençaient à se fermer, avec une vision double en fin de journée, et un monsieur qui, on peut le dire, était quand même catastrophé parce qu'il était incapable de réaliser son sport de compétition. Le besoin exprimé là a été d'aller vite, et d'aller très très vite. Il voulait absolument enlever la majorité des symptômes. Et rapidement, avec un objectif d'une grande compétition pour le mois de juin. Donc un état de santé qui devait être conforme à l'état de santé avant qu'on annonce le diagnostic. Ça, c'était le besoin exprimé. Le monsieur a accepté de prendre les premiers comprimés. On a expliqué les comprimés, en quoi ils agissaient sur les symptômes, leurs effets secondaires aussi, qui ont été acceptés. On a expliqué les signes de surdosage. La prise en charge, on va dire psychologique, n'a pas été souhaitée par le patient. Et c'est un patient qui a accepté qu'on mette des corticoïdes aussi à petite dose choisie, toujours dans un objectif de ne pas être en interférence avec les consignes antidopage du sport. 15 jours après, parce qu'on a fait le choix aussi de recevoir les gens très rapidement sur ces séquences d'initiation des traitements, le monsieur était non satisfait du tout, même si, vu de l'extérieur, les yeux s'ouvraient bien. Il se trouvait toujours trop fatigué dans la journée, en étant très très loin de sa condition physique initiale. Et puis très gêné en fin de journée par la diplopie, un ptosis qui pouvait être aussi là sur les deux yeux dès le matin. Donc un besoin d'aller beaucoup plus rapidement à l'efficacité du traitement. Son épouse, elle constatait que même en fin de repas, la bouche se tordait et qu'il avait du mal à avaler. Dans cette consultation, donc, les principes ont été redonnés, des possibilités thérapeutiques. Donc je l'ai vu rapidement le même mois en consultation pour lui expliquer la prise en charge thérapeutique, en quoi consiste le traitement qu'on va lui administrer et quelle est la prévention nécessaire. Et donc, je lui ai expliqué qu'il faut qu'on le vaccine, que la vaccination est indispensable,
anti-méningotoxique et anti-pneumotoxique, avec une mise à jour aussi de toute sa vaccination. Et que la perfusion du traitement immunosuppresseur va engendrer une prise d'antibiotiques de façon prophylactique. Et c'est les deux antibiotiques que nous utilisons, le cotrimoxazole et l'oracilline, pour une durée de 3 mois généralement après la perfusion du traitement immunosuppresseur. Et dans son cas, c'était le rituximab ou l'anti-CD20. Le patient de principe ce jour-là a accepté les vaccinations. Donc j'ai remis l'ordonnance pour les vaccins anti-pneumocoque et anti-méningocoque. J'ai donné l'ordonnance avec l'augmentation des corticoïdes. Et le soir même, on s'est réunis avec le docteur Nassiri et son équipe pour choisir la meilleure option thérapeutique pour le patient. On a convenu que le docteur Nassiri rappelait le patient à 48 heures pour lui proposer un rendez-vous. Et dans cette consultation, le patient a accepté les échanges plasmatiques avec le docteur Nassiri. Après notre consultation, il a adhéré au traitement. Et on a pu débuter les séances de plasmaphérèse, et dans son cas, c'était la double filtration plasmaphérèse, en février 2023. Exactement. Il a bénéficié de 5 séances, à raison d'1 séance par jour de DFPP, du lundi au vendredi, après la mise en place d'une voie veineuse centrale et donc d'un cathéter. Moi, j'ai reçu les dates de cette hospitalisation de suite par mon collègue et je me suis déplacée tous les jours pour aller évaluer le patient dans le service de néphrologie. Dans ce service de néphrologie, on a aussi, ensemble avec le professeur Brichon, le docteur Nassiri et l'équipe du professeur Rostin, convenu que le meilleur traitement dans les suites, ce serait le rituximab. À partir de là, on décide d'un plan de suivi en commun, en alternance, équipe de néphrologie, équipe de neurologie, on alterne en fonction de nos disponibilités. Chaque fois que le patient est hospitalisé en néphrologie en hôpital de jour, moi je monte faire l'évaluation de neurologie. Ça, c'est calé dans notre organisation. Et puis, le professeur Brichon faisait partie aussi de la boucle, ainsi que le médecin traitant, pour assurer ce suivi extrêmement régulier. Dans cette mise en place du traitement initial, on convient avec le patient d'un suivi assez rapproché, soit alternance médicale, soit alternance aussi avec visite sur place ou téléconsultation pour cibler au mieux les objectifs. Ce monsieur, ses objectifs étaient très élevés pour les médecins que nous sommes. Il y avait toujours cette compétition sur le mois de juin. On peut dire que l'état clinique pour nous s'est amélioré assez rapidement. Au mois de mai, c'est un monsieur qui a pu refaire du vélo et refaire le col de l'Alpe d'Huez, par exemple, ce qui est assez phénoménal, sans aucune gêne et sans aucun symptôme, qui a pu se réentraîner progressivement pour retrouver sa condition d'avant la maladie. Et en effet, c'est un monsieur qui a pu réaliser sa compétition au mois de juin. C'est un monsieur qui a, au fur et à mesure des consultations, a pu accepter donc la prise en charge par médicaments, le fait de venir quand même régulièrement à l'hôpital, les échanges plasmatiques nécessitent de venir régulièrement, mais aussi les consultations, dont en alternance, qui sont décidées entre nous, sachant que nous, on continue de travailler pour le patient avec les équipes de néphrologie, on se voit régulièrement pour présenter les dossiers ensemble, et puis dans ces consultations, on s'appelle pour se donner des nouvelles du patient et savoir s'il faut qu'il y ait l'enchaînement néphrologue et neurologue, ou neurologue-néphrologue, voir si on peut espacer à 15 jours qui prend le relais dans ce suivi. Déjà, avec les séances d'aphérèse, le patient a senti une légère amélioration et c'est ce qui est décrit par la plupart de nos patients. Puis l'amélioration augmente au fur et à mesure, à distance des échanges plasmatiques et de la perfusion de rituximab, sachant que le rituximab ne montre son efficacité généralement que 15 jours après la première perfusion. Le protocole du rituximab consistait à une perfusion à J0, 1 mois après, 6 mois après et 12 mois après. Donc, par conséquent, il a eu sa deuxième perfusion de rituximab en mars, en août, et la prochaine est prévue en février 2024. Bien sûr, après les séances de plasmaphérèse et la première perfusion de rituximab, je revois le patient 1 mois après l'aphérèse, avant sa deuxième perfusion, pour apprécier ou suivre de façon apprécier l'état clinique du patient
généralement, on a une amélioration clinique rapide. Réexpliquer aux patients les prochaines perfusions de rituximab. On en rediscute avec le docteur Lagrange, soit elle voit le même jour le patient en consultation, soit on discute ensemble par téléphone ou dans son service ou dans mon service pour la suite de la prise en charge. Et donc, il est vu en alternance entre moi et docteur Lagrange, au moins sur la première année, de façon régulière, après le protocole de plasmaphérèse rituximab.